Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Livre Adventure TV. Ce soir, ça sera une première partie sur Dans le nid du mal, un magnifique ouvrage, donc un livre de Josette Leroux cartonné et bien épais, qui a pour l'instant 2 tomes. J'ignore s'il y aura un troisième ou pas. Le deuxième est sorti il y a quelques mois, et c'est un ouvrage un petit peu atypique, là encore, puisqu'il nous emmène dans la Seconde Guerre mondiale, et on va jouer encore plus atypique, le rôle d'un officier de la Wehrmacht. Donc, plutôt inédit quand même sur les livres dont vous êtes le héros. Alors, on va jeter un œil sur le petit pitch qui se trouve au dos. Suivez Friedrich Beck, un officier de la Wehrmacht blessé pendant la campagne de Pologne. Bien qu'il ait perdu un œil lors de l'assaut de Brest-Litovsk, il refuse d'être un poids pour le Reich. Contraint de se tenir loin des lignes de front, il consacre son temps à chasser les déserteurs et autres racailles. En juin 1941, suite à une série de meurtres à Leipzig, la Gestapo requiert ses services. Rapidement, le lieutenant Beck et son équipier, le capitaine Hammerstein, sont entraînés dans une histoire sordide. Entrez dans une Allemagne en pleine guerre contre le monde, découvrez la culture totalitariste du nazisme selon le point de vue d'un lieutenant de la Wehrmacht, un père de famille, mais qui verra rapidement que certains monstres sont plus humains qu'il n'y paraît. Vivez cette histoire écrite dans la plus pure tradition de l'horreur à la Howard Philip Lovecraft, avec quelques éléments tirés des classiques comme X-Files, dans le contexte du quotidien de la Seconde Guerre mondiale. C'est une campagne de jeu de rôle en solo qui reprend le concept des livres dont vous êtes les héros. Nous l'avons toutefois adapté pour un public plus mature, en développant un système de jeu suffisamment complexe pour satisfaire les rôlistes purs et durs. Nous avons également supprimé les morts instantanées et avons implanté un concept de points d'expérience. Ainsi, vous pourrez faire progresser le lieutenant Beck selon votre vision de ce qu'est un bon officier. La plus vieille et la plus violente émotion de l'humanité est la peur. Et la peur la plus vieille et la plus violente est celle de l'inconnu. C'est signé Lovecraft, donc je pense qu'on va retrouver des éléments connus dans ce livre. 14 ans et plus, donc c'est marqué mature, et c'est très bien, moi ça me plaît. Donc si vous souhaitez passer un petit moment en ma compagnie, je vous donne rendez-vous après le générique. Sans plus attendre, jetons un œil sur les règles. Donc, vous pouvez les voir sur la vidéo. J'ai fait une vidéo de présentation de ce livre, donc où je feuillette de façon assez détaillée les règles. Là, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous avons une feuille de personnage. Ici, vous avez un personnage pré-tiré, c'est celui que je vais utiliser. J'ai fait ma petite photocopie. Mais vous pouvez constituer bien sûr votre personnage par la suite, et c'est peut-être ce que je ferai sur d'autres parties. Donc on a différentes caractéristiques, la force, la coordination, la constitution, la détermination, l'intelligence, la présence, la perception, et plus inédit, la foi. Ensuite on a des choses un petit peu plus spécialisées, les armes à distance, le corps à corps. Nous avons également, que je ne vous dise pas de bêtises, je fais un gros plan parce que c'est écrit un peu petit. Donc on a dit la discrétion, le camouflage, influence, persuasion, interrogation, intimidation, mécanique ou opération, médecine et premiers soins. Donc on voit que sur ce personnage, on va plutôt être fort au corps à corps, fort au combat à distance, correct au corps à corps, ainsi qu'en influence et en interrogation. Et puis, donc on a un personnage qui est relativement solide au niveau de l'intégrité physique. Donc on a quasiment les points de vie. Donc on a 8 points de vie, 8 points de santé mentale, l'adrénaline. Donc l'adrénaline va vous permettre, lorsque vous dépensez des points d'adrénaline, se dépense, donc on démarre avec 6, 5, oui. Eh bien, vous pouvez rajouter 5 à un lancer de dés avant le lancer de dés, ou plus 1 à un lancer de dés après le lancer de dés. Donc les tests de compétences, on va y venir. Donc on a une petite table de probabilité, on va jouer avec 3d10. Donc les chances de faire 3, c'est 0,1%, et de faire 30, forcément c'est 0,1% aussi. Donc voici comment se déroule un test de compétences. Donc on va prendre 2
caractéristique, voire parfois une troisième caractéristique ou une compétence. On ajoute tout ça, il y a une pénalité, un bonus attribué par le livre, et on rajoute 3d10. Si on fait 20 ou plus, c'est réussi. Si on fait 19 ou moins, c'est échoué. Donc par exemple, ici, on a un exemple. Donc si on fait ce test, questionner cet étrange coéquipier sur les crimes commis à Leipzig. Donc il va falloir ajouter la présence. Donc moi, par exemple, en présence, j'ai 2. En intelligence, j'ai 2 aussi, ça fait 4. Et puis l'influence, j'ai 5, ça fait 9. Moins 5, ça fait 4, et je vais rajouter 3d10. Donc autant dire quand même, ça paraît assez aléatoire vu comme ça, pour l'instant. 3d10, c'est beaucoup par rapport, on va dire, aux compétences qui varient entre plus 2 et plus 5, hein, si vous avez de l'expérience. Mais ça paraît quand même assez tactique. Alors vous remarquerez que ici, on a un choix. Ou on assure et on va au 132, on commence la conversation avec des choses plus communes, ou alors on prend un risque et on fait un test. Donc là, il y a un choix tactique que je trouve très intéressant, qui est pas toujours, qui est rarement même implémenté dans les livres d'Honnête Leroux. Ici, vous avez la liste des caractéristiques ici et des compétences ici. Je vous laisse faire un gros plan si vous voulez relire. Alors ça, tout ça, c'est inspiré des sigles de l'OTAN. Ça, par exemple, c'est pour l'artillerie, certains que je reconnais. Est-ce que les blindés, ça, c'est l'infanterie, par exemple. Ça, c'est peut-être la cavalerie. Ou les antichars. Ouais, ça, c'est plutôt les antichars. Je ne vois pas les blindés. Les traits que vous voyez ici, c'est régiment, division, armée. Voilà, donc anecdotique, mais ça s'inspire quand même d'une armée réelle au niveau des sigles. Ensuite, alors je vous ai cité l'intégrité physique. Donc ici, lorsque vous voyez le symbole, on perd un point d'intégrité physique. L'intégrité mentale, on perd un point d'intégrité mentale. Ou ici, c'est l'adrénaline, hein, donc les points qu'on peut dépenser, donc je vous ai indiqué, plus 5 avant le jet ou plus 1 après le jet. Voilà. En aucun cas, on peut dépasser la valeur maximum. Ça, c'est intéressant à retenir. Ok, les alliés, la guérison, la mort du personnage. Bon, la Seconde Guerre mondiale, entre 60 millions et 80 millions de personnes, soit environ 2,5% de la population planétaire. De ce nombre, environ 60% étaient des civils et 6 millions étaient des juifs. Donc environ, si je compte bien, 10%. Si contre, une femme juive tente de sauver son enfant à Avangorod, en Russie, en 1942. On peut voir 2 autres armes à gauche de l'image pointées dans sa direction. Les probabilités qu'elle et son enfant aient survécu à ce moment sont quasi nulles. À droite, on peut voir des hommes creuser une tombe. Particulièrement horrible, évidemment. Donc il y aura plein de références historiques dans ce livre, donc c'est pour ça que la lecture sera un peu lente, parce que je vais m'attarder sur ces références historiques, parce que c'est une période de l'histoire contemporaine qui m'intéresse et que je connais pas mal, tout au moins au niveau des grandes batailles, de l'entrée en guerre des différents participants, pour avoir pratiqué le wargame sur la Seconde Guerre mondiale pas mal de fois. Alors je suis pas un expert, hein, qu'on soit clair, mais disons que je connais le secteur, et là je vais peut-être pouvoir l'approfondir grâce à ce livre qui plein de références historiques. Donc là par exemple on a un petit mot sur cette croix noire. La croix noire est l'insigne de la Wehrmacht qui représente les points d'expérience. Voir une ou 2 de ces croix vous donnent immédiatement les points d'expérience associés. Super. Les armes. Alors, le type d'une arme ou d'une pièce d'équipement donne des bonus non négligeables au moment de faire un jet. Par exemple, lancer une attaque de corps à corps sans avoir une arme de type corps à corps risque de nuire grandement au succès du jet et de compromettre le niveau d'intégrité physique du personnage.
Le fait d'avoir de bonnes caractéristiques physiques et un niveau élevé dans la compétence corps à corps est le principal facteur de réussite pour ce type d'attaque. Cependant, dans l'exemple ci-contre, si le personnage possède une arme de type corps à corps, le joueur peut ajouter un bonus supplémentaire de plus 2 à son jet. Toujours dans l'exemple de gauche, il est important de rappeler que si le joueur échoue à ce jet, son personnage perdra immédiatement un point d'intégrité physique. Si la situation est critique et que l'intégrité physique de son personnage est au plus bas, le joueur peut considérer perdre un point d'adrénaline pour ajouter un bonus de 5 à son jet, ce qui donnerait un bonus respectable de 7. Le principe reste le même pour l'équipement. Une lunette de précision a de bonnes chances de donner des bonus à la compétence tir de précision si le joueur a une arme sur laquelle l'installer. Toutes les pièces d'équipement disponibles au cours du jeu sont décrites au moment opportun. Un encadré décrira de manière explicite les règles qui s'y rapportent. La seule responsabilité du joueur est de rapporter l'information sur sa fiche de personnage à l'endroit prévu. Les descriptifs dans les encadrés sont limités au minimum. Souvent, une présentation en marge du texte fera un récapitulatif historique de l'arme, de l'équipement ou de l'élément présenté. Très bien. Par exemple ici, type arme de précision, spéciale lunette d'approche, plus 5 à la compétence tir de précision. Ok. Bon, construire un personnage, on n'en parle pas. On a, tiens, les sigles de l'OTAN sont rappelés ici. Donc je ne me suis pas trop trompé, j'ai l'impression. Anti-char, je ne m'étais pas trompé. Ok, on n'a pas les blindés, c'est un espèce de cercle ovale dans un carré. Ok. Alors, les règles optionnelles, je ne vais pas utiliser cette règle, je vous laisse faire un gros plan si vous voulez. Je vais par contre utiliser la réussite exceptionnelle. Lorsqu'on a un 30, lorsqu'on arrive à 35 ou plus sur un test de caractéristiques, en ajoutant tout, on peut gagner un point d'adrénaline. Donc c'est plus facile. L'échec critique, si on fait un 3, donc avant les bonus, si le résultat des dés est de 3, c'est clair et net, eh bien, on fait donc un échec critique. Mais la réussite exceptionnelle est plus facile à faire que l'échec critique. Donc ça devrait faciliter légèrement, très légèrement, l'expérience. Alors, lorsqu'on fait un échec critique, on perd un point d'intégrité mentale, mais on gagne un point d'expérience en plus. Cette règle optionnelle vient changer les conséquences d'un échec critique. Toutefois, elle demande au joueur une légère dose de jugement. Selon la situation, le joueur perdra 2 points d'intégrité mentale ou 2 points d'intégrité physique. C'est au joueur de voir laquelle situation s'applique le mieux. Ah d'accord, donc les échecs critiques existent déjà en page 5, j'ai pas vu, je reprends très brièvement la page 5. Ouais, je vois pas de truc critique sur la page 5. Bon. Ok. Non, c'est moi qui bafouille. Continuons. Petite référence historique. Bombardement allié sur la ville de Dresde. Le 14 février 1945, la ville de Dresde est bombardée, réduite en cendres par les Alliés. Le nombre de morts est estimé à 305 000 à l'époque, bien que seulement 18 000 cadavres ont été comptabilisés. On avance l'idée que plusieurs foyers d'incendie ont enregistré une température supérieure à 1000 degrés. À cette température, les os humains sont également transformés en cendres. Le chiffre de 305 000 morts a été utilisé par la propagande soviétique pendant la guerre froide pour démontrer que les Alliés ont également commis des crimes de guerre. Aujourd'hui, après enquête en 2010, le nombre réel de morts est estimé à 25 000 personnes, dont environ 18 000 seront officiellement identifiées. Effectivement, alors 305 000 et 25 000, c'est pas la même chose quand même. D'accord, c'est la propagande soviétique qui avait calculé le chiffre. Bon, on comprend mieux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons lire le CV donc de notre ami Frédéric Beck.
Alors, 12 avril 1932, Frédéric Beck épouse Elisabeth. Le lendemain, il s'engage dans la Reichswehr, l'armée. 9 mois plus tard, naît Aïda. Par le traité de Versailles, suite à la Grande Guerre, l'Allemagne ne peut avoir plus de 100 000 hommes dans son armée. 30 janvier 1933, Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste, est élu démocratiquement, c'est important, chancelier. 29 juin 1934, première nuit des longs couteaux, Hitler élimine ses opposants politiques à l'intérieur du mouvement nazi. 2 août 1934, le maréchal Paul von Hindenburg, président de la République de Weimar, décède. 19 août 1934, par plébiscite, référendum, Hitler est nommé président et chancelier du Reich. Il devient le Führer. Le Troisième Reich est officiellement né, et c'est également la naissance de Nikolaus Beck. Donc, il est là. 21 mai 1935, la Reichswehr est dissoute, la Wehrmacht est créée. La Wehrmacht, traduisée par force de défense, est une tentative de contourner les restrictions de 100 000 hommes imposées à l'armée allemande. En principe, le traité de Versailles restreint la Reichswehr. La Wehrmacht n'a donc aucune restriction. C'est basique, donc, comme contournement de sanctions. 2 février 1938, Frédéric Beck est promu lieutenant. Il est assigné à la 19e division blindée. Le 12 mars 1938, l'Autriche est annexée à l'Allemagne par un référendum favorable à 99%. Le lieutenant Frédéric Beck, sa femme Elisabeth et ses enfants Aïda et Niklaus, le 6 mars 1940 à Stuttgart. 1er septembre 1939, début de la campagne de Pologne. Alors moi je sors de Panzer Général, donc je peux vous dire que ces dates-là, je les connais. 17 septembre 1939, prise de la citadelle de Brest-Litovsk, le lieutenant Frédéric Beck est blessé. 28 septembre de la même année, Varsovie capitule, fin de la campagne de Pologne. 8 mars 1940, le lieutenant Beck sort de sa convalescence. Il est assigné au bureau militaire de remplacement. Le 5 juin 1941, le lieutenant Beck est transféré au bureau de la Gestapo à Berlin. La Gestapo, tristement célèbre, était la police politique du parti nazi. Alors on va avoir un petit peu de lecture, mais forcément, si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est que vous appréciez un petit peu la lecture, n'est-ce pas? Et puis, si vous paraît trop long, vous avez toujours la possibilité donc de faire une petite avance rapide. Notez que le format de ce livre est idéal pour pouvoir le présenter à l'écran si vous souhaitez lire en même temps que moi. Donc nous avons une première illustration qui est assez inquiétante. Berlin, 5 juin 1941. Paniqué. Voilà dans quel état j'étais en marchant sur la rue du Prince-Albert en direction des bureaux de la Gestapo, à Berlin. On m'y avait convoqué pour une affaire inexpliquée et cela ne faisait aucun doute dans mon esprit, cette affaire était en lien avec Elisabeth, ma femme. Voyant comment les choses évoluaient, j'avais décidé, il y a quelques semaines, de trafiquer certains dossiers afin de faire disparaître un lien de sang qui faisait de mon épouse, dans une proportion de 25% du côté de son grand-père paternel, une juive. Vous remarquerez qu'ici, il y a une petite référence soulignée, ça veut dire qu'on va avoir une référence historique sur le côté, qu'on va lire tout de suite d'ailleurs. L'un des objectifs d'Hitler était de créer un territoire libre de tout sang juif. En arrivant au pouvoir, les nazis augmentent progressivement les sanctions contre les juifs. Elles atteignent un premier sommet le 15 novembre 1935 avec les lois de Nurembourg qui privent les juifs de leur droit civique de se marier et même d'avoir des relations sexuelles avec une personne de sang allemand. Cependant, cette loi nécessite une définition claire de ce qu'est un juif. Est considéré comme tel celui qui a au moins 3 grands-parents juifs, ainsi que celui qui a seulement 2 grands-parents juifs, mais appartient à la communauté religieuse juive ou est marié à un juif. Le plus ironique est que cette loi est un aveu de l'impossibilité pour les autorités nazies d'avoir une définition raciale d'un juif puisqu'ils sont irrémédiablement mêlés au sang allemand. Seule la bureaucratie et un acte de naissance peuvent différencier un juif d'un allemand. Reprenons.
Or, la rencontre avec le directeur de la Gestapo, Heinrich Müller, n'avait rien à voir avec tout cela. À ce propos, je pouvais encore dormir tranquille. Par contre, les photos qu'on m'a montrées m'ont appris que quelque chose de mystérieux rongeait le Reich de l'intérieur, et c'est pour cela que j'ai été convoqué. Je reprends du service. Depuis le début de la guerre, à Leipzig, on a trouvé un total de 15 cadavres qui semblaient avoir fait l'objet d'un étrange traitement que les meilleurs médecins du Reich sont incapables d'expliquer. Leur peau sèche et grise, parfois comme du charbon, s'effritait lorsqu'on y déposait la main. Leurs cheveux et leurs poils étaient complètement ternes, alors que leurs yeux desséchés avaient également pris cette teinte grise, comme si on avait vidé leurs orbites pour y déposer des cailloux qu'on avait soigneusement polis. Le directeur de l'Office central de la sécurité du Reich, Reinhard Heydrich, qui assistait aussi, à ma grande surprise, à cette rencontre, est convaincu que c'est l'œuvre d'un petit groupe de juifs. Si cette conviction lui vient notamment du fait qu'aucune des 15 victimes n'est juive, il est évident, à l'entendre parler, qu'il n'avait pas réellement besoin d'un quelconque argument pour accuser les juifs. D'ailleurs, on m'envoie à Leipzig pour mettre fin le plus rapidement possible à cette boucherie de civils et d'agents allemands. Mais le directeur de l'office a été clair. Trouvez simplement les coupables de ces crimes et amenez-les devant la justice du Reich. Nous nous occuperons de savoir par quelle sorcellerie ils ont fait souffrir la nation allemande. Quant aux autres juifs de Leipzig, nous nous en occuperons bientôt. Pendant toute la durée de l'entretien, un homme immense, il devait bien faire 2,10 m, se tenait à ma gauche. Tout en regardant les photos et en écoutant ce que Müller et Heydrich me disaient, je sentais qu'ils m'observaient. Si j'avais été un suspect dans cette affaire, je ne crois pas qu'on s'y serait pris différemment pour m'approcher. Cependant, lorsqu'on eut fini de me donner les informations nécessaires, on m'a ensuite présenté Oskar Hammerstein. Ce géant qui me scrutait depuis mon arrivée et qui se trouvait être l'officier de la Gestapo avec lequel je devrais remplir cette mission. En plus d'être gigantesque, ce Hammerstein avait une vilaine brûlure sur le côté droit du visage, ce qui accentuait son air féroce et terrible. Les cheveux blonds, presque lumineux, qui dépassaient sous sa casquette, tranchaient avec les traits sombres de sa figure. Enfin, je remarquai également qu'il lui manquait l'auriculaire de la main droite. Je me demandais si cela était le fruit d'une malformation ou d'une blessure de guerre. Tandis que le colosse et moi nous observions, Müller s'est dirigé vers une table à gauche de la pièce, qui me semblait beaucoup trop claire pour les secrets qui ponctuaient la conversation. Pendant que nous regardions la carte qui couvrait la table et sur laquelle on avait tracé un trajet entre Berlin et Leipzig, le directeur Heydrich nous a annoncé qu'il devait quitter. Cependant, avant de sortir de la pièce, il nous a lancé cet encouragement qui pouvait aussi, dans le contexte, être interprété comme une menace. « Messieurs, l'Allemagne a confiance en vous et je sais que vous n'oserez pas la décevoir. » Nous avons un petit mot sur Müller, qui est un personnage qui a bien existé. À partir de septembre 1939, Müller devient chef de la section 4 Gestapo du Eichsischer Hauptamt, service central de la sécurité du Reich. Il est directement sous la responsabilité de Heydrich. Donc moi, je connaissais Heydrich, qu'il ne le connaissait pas, bien sûr, tristement célèbre, mais pas ce Müller. On a un timbre ici. Timbre de la République démocratique allemande avec pour mention « Plus jamais de nuit de cristal ». Alors, après la guerre, bien sûr. Müller nous indiqua la route la plus sûre pour nous rendre à Leipzig. Il nous expliqua que depuis janvier 1940, quelques attentats avaient eu lieu contre les agents de la Gestapo et même contre les véhicules de la Wehrmacht. Pendant qu'il nous racontait le récit d'une embuscade qui avait coûté la vie à 2 de ses meilleurs agents, je remarquai que ce Hammerstein avait, sur la nuque, une cicatrice partiellement cachée sous sa chevelure blonde. Celle-ci avait d'ailleurs l'air de ressembler à celle que je me suis moi-même faite pendant la campagne de Pologne, lors de cette attaque qui m'a aussi coûté l'œil gauche.
Lorsque le directeur jugea que nous avions toutes les informations nécessaires, il nous invita à nous mettre au travail rapidement. Une voiture allait d'ailleurs nous attendre à 14h30 derrière l'édifice de la Gestapo, ce qui me donnait un peu plus d'une heure pour passer à la maison, prendre le nécessaire et embrasser les enfants. Il ne fallait donc pas perdre de temps. Müller nous donna également l'adresse d'une résidence à Leipzig où nous pourrions loger le temps de mener notre enquête. En me saluant, il me précisa qu'Hammerstein pourrait me donner plus de détails à propos des lieux et des moments où les cadavres avaient été retrouvés. Selon lui, c'était sans contredit là que nous devions débuter, sans doute là que nous devions débuter notre enquête. C'est donc avec un mélange de soulagement, personne ne m'avait dit quoi que ce soit à propos d'Elisabeth, et de fébrilité, que j'ai couru à la maison pour faire mes au revoir. À 14h28, dans la cour du siège de la Gestapo, qui est pignon sur la rue du Prince-Albert, le moteur d'une Citroën traction avant tournait déjà et Hammerstein, qui ne me salua pas, avait déjà pris place côté passager. Heureux de prendre le volant, les occasions n'avaient pas été fréquentes depuis mon accident en Pologne, je m'installai et nous nous sommes mis en route. Le trajet entre Berlin et Leipzig se faisait habituellement en 3 heures, mais le parcours que nous avait imposé l'Oberführer Müller était beaucoup plus long. J'ai donc eu le temps de réfléchir à la situation inattendue dans laquelle je me trouvais. D'abord, qu'était-il réellement arrivé à ces hommes et à ces femmes? Une seule sur les 15 victimes. Ensuite, pourquoi avoir associé un lieutenant borgne de la Wehrmacht à un Hauptsturmführer de la SS pour une enquête qui relève de la Gestapo? Et cet homme, trop grand pour la voiture et au visage obscur, malgré toute la clarté de ses traits ariens. Qui était-il? Enfin, en quoi cette mission était-elle importante au point de justifier la présence du Gruppenführer Heydrich, qui était, selon ce que j'en savais, un homme particulièrement occupé par ses multiples fonctions et responsabilités au sein du Reich. Alors, qui était Heydrich? Si vous ne le saviez pas, il y a un petit encart ici. En 1933, à la prise du pouvoir par les nazis, Heydrich est déjà à la tête du Sicher, j'ai du mal à prononcer, service de renseignement de la sécurité. Son objectif est de démasquer les adversaires du national-socialisme. Il est le maître absolu de toutes les polices, de l'espionnage et de la Gestapo. Il donne comme objectif au Sicher Tadstadt d'être la police de l'esprit, l'instrument de mesure et de contrôle de la pensée. Le contrôle de la pensée, rien que ça. Alors là, on a une note du directeur artistique sur la Zatika. Donc on a censuré cette croix gammée, effectivement. Initialement, nous refusions de censurer la croix gammée dans le visuel de ce projet. Cependant, après l'avoir présenté pour la campagne de financement participatif sur Ulule, nous nous sommes rendus compte que certaines personnes ne voyaient que cela. La croix gammée semblait entièrement obscurcir le projet, comme si elle en était le sujet principal. Comme si le projet lui-même était l'incarnation même du mouvement nazi. Ce symbole a été donc retiré du projet. Effectivement, il s'agit d'une autocensure. Par contre, nous avons pris cette décision afin de concentrer nos efforts sur le projet lui-même et non sur la constante querelle visant à justifier l'utilisation de la Zatiska. Alors c'est vrai que ce symbole étant tellement chargé, on ne s'arrête qu'à ça, et peut-être que c'est quand même une décision sage, même si on veut respecter la réalité historique, de le retirer, tout moins pour un livre-jeu. Hein, c'est pas un livre d'histoire. Donc ça se défend. Mais continuons. La Citroën grondait depuis plus d'une heure. Nous approchions d'Eckner, et Hammerstein et moi n'avions toujours pas échangé un seul mot. Je me suis même demandé s'il respirait tant sa mâchoire semblait serrée. On aurait dit que cet officier de la Gestapo contenait toute la fureur de l'univers et je n'avais aucune difficulté à l'imaginer commettre toutes ces atrocités qu'on attribuait à la police secrète d'État et dont le récit circulait jusque dans les rangs de la Wehrmacht. Par contre, malgré cette froideur qui sentait le sadisme à plein nez, je devais entreprendre la conversation. En effet,
Müller avait été très clair sur un point. Hammerstein en connaissait plus que moi sur l'objet de notre enquête. Maintenant, je devais questionner cet étrange coéquipier sur les crimes commis à Leipzig. Il serait également bon d'en apprendre davantage du même coup sur ce Hammerstein dont je n'avais jamais entendu parler. Donc là, nous avons un premier test de compétences. Présence, intelligence, plus influence et persuasion, c'était le texte en exemple, moins 5. Alors, présence, j'ai combien? J'ai 2. Intelligence, j'ai 2, ça fait 4. Persuasion, c'est une compétence. J'ai 5, ça fait 9, donc ça fait 4. Donc c'est quand même très aléatoire. Est-ce que je dépense un point d'adrénaline? On va pas dépenser un point d'adrénaline dès le début comme ça, c'est pas la peine. Alors je me munis de mes 3 délices et puis je lance 12 plus 8, 20, plus 4 égale 24, c'est réussi. Et donc je vais au 2 pour ce premier test de compétence. Alors j'étais habitué à des gros paragraphes avec Cyclades, enfin habitué, je n'ai fait qu'une seule partie entière, mais là je suis servi quand même. Il y a de quoi faire, donc je vais faire un certain nombre de vidéos. Alors là, on a un petit encart. À inscrire sur la fiche de personnage, particularité des compétences, bonus de plus 2 pour la compétence influence et persuasion pour tous les jets sur Hammerstein. Ok. Alors, ne pas oublier, je le ferai après la lecture. Devant l'impénétrable stoïcisme vaguement agressif de mon copilote, je choisis de briser la glace en donnant quelques informations personnelles. Elles devaient impérativement avoir le moins d'importance possible avant d'espérer en obtenir en retour. Alors, Hauptsturmführer, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on nous a mis ensemble sur ce coup? Moi, je sais pourquoi je suis là. En ce qui vous concerne, je n'en sais rien et je ne suis pas certain de vouloir le savoir. Je vous avouerai que je me suis moi-même étonné d'être ici. Ce n'est pas rassurant. Ce que je sais, c'est que cette blessure, qui m'a coûté un œil pendant la prise de la citadelle de Brest-Livox, m'a tenu loin de l'action militaire depuis. Une fois établi, on m'a transféré au bureau militaire de remplacement, mais j'ai détesté cet emploi de bureaucrate où j'avais l'impression d'être condamné à pousser le crayon pendant que mes compatriotes accumulaient des victoires sur le front. Enfin, puisque j'avais mené avec succès 2 enquêtes qui avaient conduit à l'arrestation de quelques lâches qui magouillaient contre le Reich pendant l'Anschluss, j'ai pensé le rappeler à mon supérieur, le major Wengler, et je lui ai exprimé mon désir de reprendre ce travail. J'étais tout à fait convaincu que la perte de mon œil ne changeait rien à mon acuité visuelle et que mes compétences d'enquêteur pourraient servir le Reich. Au nombre de félons qui se cachent en Allemagne ou dans les territoires annexés, j'ai la conviction d'être plus utile à mon pays en travaillant sur le terrain qu'en compressant derrière un registre de recrues. Le major ne m'avait rien dit jusqu'à ce matin, alors qu'il m'a donné l'ordre de me présenter à l'Oberführer Müller. Comme c'est toujours le cas, on ne m'a rien dit de ce qu'on exigerait de moi. Mais je ne vous cacherai pas que je suis plutôt étonné de me retrouver à travailler pour la Gestapo. Vous êtes bien le premier officier blessé en Pologne que je rencontre. Je croyais que les campagnes de Pologne avaient été une balade en forêt pour la Wehrmacht. Vous faites chier au Hauptsturmführer Hammerstein. À ces mots, je perçus un discret mouvement des lèvres sur ce masque d'acier qui servait de visage au colosse, qui n'ajouta rien. Après une pause, je tentai donc de poursuivre la conversation. Et vous, capitaine, puisque vous savez pourquoi vous êtes ici, pouvez-vous m'en informer? Si vous me promettez de garder l'œil sur la route, je me trouve déjà imprudent de vous laisser conduire à demi aveugle. Savourant son sarcasme, ou encore simplement pour vérifier comment j'allais réagir à ces multiples railleries, Hammerstein se tut quelques secondes avant de reprendre. Sachez, lieutenant, que j'étais sur les lieux de l'un de ces crimes. J'ai vu la silhouette de l'assassin. Le Gruppenführer croit qu'il s'agit d'un groupe, mais je peux vous assurer que je n'ai vu qu'un individu. Un individu.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous vu? Disons, pour faire court, qu'un trouillard de sergent s'est fait poignarder, ou piquer, ou mordre, je ne sais trop. Une nuit pendant laquelle il y avait foule à la gare de Leipzig. Il est allé voir l'arrière du train, où il faisait plus sombre, et j'ai vu de loin quelqu'un lui sauter dans le dos. J'ai couru vers eux, j'ai dégonné mon arme, mais lorsque j'ai voulu tirer, le rat avait disparu. Je me suis alors approché du sergent. Non seulement il était déjà mort, mais son corps était horriblement froid. Mais je sais ce que c'est qu'un cadavre et un corps humain, ça ne refroidit pas si vite que ça. C'est pendant que j'examinais le corps que je me suis fait frapper en plein visage, puis sur la nuque. J'ai perdu la tête quelques secondes, mais j'ai néanmoins été en mesure de me remettre sur pied et d'appeler les services médicaux. Savez-vous s'il y a eu d'autres décès depuis? À ce moment, je ne le savais pas, mais le meurtre auquel j'ai assisté était le 10e. Depuis, on a retrouvé 5 autres cadavres dans cet état. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces homicides? On vous a déjà parlé de l'état des cadavres, qui semble même, pour les médecins du Reich, plutôt stupéfiant. À part cela, les agents de la Gestapo qui ont travaillé jusqu'à maintenant sur cette enquête ont remarqué que tous les corps ont été retrouvés dans un petit périmètre qu'on peut approximativement circonscrire entre le zoo de Leipzig, le Johanna Park et la gare. D'autres agents ont travaillé sur ce dossier. Que leur est-il arrivé? Pourquoi n'ont-ils pas assisté à la réunion de ce matin? Les agents qui ont travaillé sur ce cas au cours des 2 derniers mois font maintenant partie des 15 cadavres. Si on ajoute à cela la mort de Jung, à laquelle j'ai assisté, ça fait 5 agents en tout. Et c'est ce qui explique pourquoi tout le monde est convaincu que le coupable est juif. Je ne connais pas d'Allemands intéressés à massacrer ses protecteurs. Les seuls qui peuvent vouloir s'aborder les piliers du Reich sont ces rats de juifs. D'ailleurs, à la gare, le soir où le sergent Jung est mort, il n'y avait que des juifs, des centaines, et des soldats et des officiers allemands. Aussi, je ne sais pas si vous connaissez bien Leipzig. Alors, avant d'aller un peu plus loin, on va reprendre quelques références historiques, si vous le voulez bien. La bataille de Brest-Litovsk. Le 14 juin 1939, la 19e Panzerkorps, commandée par Heinz Guderian, commence le siège de la citadelle de Brest-Litovsk, aujourd'hui située en Biélorussie. Du coup, on connaît bien la Biélorussie en ce moment. L'objectif est de prendre la citadelle pour couper la retraite de plusieurs groupes de résistants polonais qui pourraient rejoindre les forces principales plus au sud. L'armée polonaise résiste avec 3 bataillons d'infanterie, 1 bataillon de génie et 2 trains blindés, 15 chars FT-17. Le 17 septembre, les forces polonaises se replient et laissent la citadelle à la Wehrmacht. Une bataille que je ne connaissais pas. Alors, l'armée polonaise n'était pas si que ça. Bon, il y avait encore beaucoup trop de cavalerie et les Allemands avaient essentiellement des unités de chars. Néanmoins, les rares chars qu'avaient les Polonais étaient de bons chars, mais en nombre réduit et puis sans la discipline de l'armée allemande. Bon, il faut savoir que ce qui a quand même achevé la Pologne, c'est l'attaque dans le dos de la Russie. Le 23 juillet 1939, l'Allemagne et la Russie signent un pacte secret qui divise le territoire polonais. Cependant, la citadelle de Brest-Litovsk est située dans la zone d'influence qui sera en territoire russe. Le 8 septembre 1939, les Russes n'ont pas encore lancé leur invasion de la Pologne. Attendre l'invasion russe laisserait trop de temps aux forces polonaises pour se regrouper. L'Allemagne envoie donc une missive qui informe l'état-major russe que la Wehrmacht allait entrer dans la zone soviétique. Le 17 septembre, les forces soviétiques entrent en Pologne et rejoignent la Wehrmacht à Brest. La citadelle est cédée à la Russie. Photo prise pendant une parade à Brest pour célébrer la victoire germano-soviétique. Au centre, le major Heinz Guderian, à droite, le brigadier Semyon Krivoshein. Alors Guderian, j'ignore si c'était un nazi, je ne crois pas. Je ne connais pas bien, c'est un général célèbre, malgré tout. Continuons. Aussi,
Alors je vais d'abord noter mon petit bonus là avant de l'oublier. Bonus plus 2 pour persuasion Hammerstein. Excusez-moi, je note, et puis je ne vais pas faire trop de montage, donc il y aura des petits creux. Alors, si vous connaissez bien Leipzig, j'y suis allé pour mes études il y a plusieurs années. Et bien le périmètre dont je vous ai parlé, savez-vous quel en est le centre? Je ne sais pas, c'est plutôt vague, je vous avoue que je quittais peu le quartier autour de l'université. Eh bien justement, il devait y en avoir des rats autour de l'université. À ces mots, je me suis rappelé que la synagogue communautaire de Leipzig était à quelques minutes de marche de l'université qui était elle-même à quelques minutes de marche de Johanna Park, du zoo et de la gare. Je comprends, mais qu'est-ce qui dit que le coupable n'est pas un étudiant de l'université? Vous devez bien les aimer, les rats, lieutenant, pour vouloir les disculper ainsi à tout prix. J'ai un choix à faire, j'assure, je m'efforce de me contenir et d'ignorer cette sournoise accusation. Ou alors, il semblerait qu'Hammerstein mérite une démonstration de mes capacités de conduite agressive. Présence plus coordination. Donc la présence, j'ai 2, coordination j'ai 1, ça fait 3, plus l'interrogation, j'ai 5, ça fait 8. Alors, est-ce que mon bonus de plus 2 s'applique à ce test? Ah non, je ne vais pas faire d'erreur dès le début déjà. C'est uniquement influence et persuasion. Persuasion, ouais, je l'ai noté. Bon, influence, je vais le noter aussi. Donc là, on n'a pas on n'a pas l'influence, on n'a pas cette compétence sur Hammerstein. Alors, est-ce que je tente? Moi, les tests me paraissent assez faciles, puis je vais dépenser un point d'adrénaline pour me donner un bonus de plus 5. Allez. Donc on a dit présence, j'ai dit quoi? J'ai dit plus 1, non, plus 2, coordination, plus 1, ça fait 3, et interrogation, ça fait 8. Donc j'ai un bonus de 8 plus 5, 13. Et je vais rajouter 3d10. J'ai fait 6 plus 2, 8, plus 13, égale 21. C'est réussi, c'est un miracle. Et donc je vais au 3. À inscrire sur la fiche de personnage, particularité des compétences, bonus de plus 2 pour la compétence interrogation pour tous les jets sur Hammerstein. Donc j'ai encore un bonus sur Hammerstein. Plus 2 test interrogation Hammerstein. Continuons. L'insulte était si grave, cela relevait même de l'intimidation, voire de la menace, que j'ai pris quelques secondes pour réfléchir à ce que j'allais répondre. Ainsi, après un instant de silence, j'ai donné un solide coup de volant qui nous a presque sortis de la route. Ayant tout juste eu le temps de s'accrocher contre la fenêtre, pour éviter de se fracasser la tête, Hammerstein, déjà très à l'étroit, n'a pas eu une seconde pour réaliser ce qui se passait. La voiture n'avait pas fini de s'immobiliser que cet arrogant coéquipier avait la pointe de mon P38 sur la gorge. Écoutez-moi bien, Obsturmführer, vous savez très bien que c'est le genre d'allégation qui en a mené plus d'un au peloton d'exécution et qu'il faut être abruti ou parfaitement lâche pour se laisser accuser de collaboration avec les Juifs. Comme vous le voyez, je ne suis ni l'un ni l'autre. Par contre, je n'aime pas les problèmes, c'est pourquoi je ne vous ferai pas éclater la gueule. Je savais que vous ne tireriez pas. Je vous jure sur Dieu que la prochaine fois que j'aurai l'impression que vous me menacez,
Vous n'aurez pas le temps de vous demander si je tirerai ou non. Je n'aime pas les problèmes, mais je sais les régler quand je les rencontre. » J'avais dit ces dernières phrases en appuyant de plus en plus fort sur son larynx avec la pointe de mon arbre. Question de me faire comprendre. À en juger par la façon dont son petit sourire sardonique s'était décomposé, j'avais l'assurance d'avoir été entendu. Un instant, j'eus même l'impression qu'Hammerstein allait perdre connaissance. Il semblait terrorisé, sur le point d'être malade, d'avoir la nausée. Cela m'étonna franchement car je ne le croyais pas si vulnérable. Il m'avait bien caché cette faiblesse jusqu'alors. Pendant que je marquais la gorge du capitaine à la pointe de mon P38, je savais que j'étais en train de poser un geste qui pourrait m'attirer des ennuis, surtout qu'Hammerstein, en principe, était mon supérieur, puisque j'avais été engagé par la Gestapo. Par contre, je me sentais toujours et totalement officier de la Wehrmacht, et j'avais la profonde impression que le capitaine et moi ne relevions pas de la même organisation. De plus, j'avais l'intuition que ce Hammerstein avait surtout eu le projet de tester le genre d'officier que j'étais. Maintenant, il en savait un peu plus. J'ai repris la route en poussant le moteur de la Citroën à 80 km/h, gardant mon P38 en main tout en sachant très bien que si le capitaine décidait de se venger, il ne le ferait certainement pas tout de suite. Il allait sans doute attendre que j'abaisse ma garde et qu'une situation où il ne serait pas le principal suspect se présente. Je n'ai néanmoins pas tari d'éloges sur mes talents de tireur, racontant un peu pour moi-même tous mes faits d'armes. Cela avait pour avantage peut-être d'en imposer un brin à Hammerstein, et plus de l'empêcher d'ouvrir la gueule et de le laisser sortir ses conneries, voire d'autres menaces, ce qui m'aurait obligé à tenir parole et à l'abattre. Or, je n'avais pas tellement envie d'en venir là si rapidement. Surtout que je ne savais pas si l'Hauptsturmführer avait tout appris de ce qu'il savait, m'avait tout appris de ce qu'il savait. Nous avons donc parcouru le reste du trajet jusqu'à Leipzig, un peu plus de 3 heures, dans un calme relativement lourd, mais nettement moins insupportable, du moins pour moi, que celui qui pesait au départ. Alors, on a quelques références sur la droite. Karl Braun, il détenait l'autorité suprême de la santé publique sous le Troisième Reich. Il dirigeait l'administration du programme d'euthanasie T4, élimination des aliénés et autres handicapés. Le 2 juin 1948, il fut exécuté, sans doute à Nuremberg, par pendaison. Leonardo Conti, médecin et membre très actif du parti nazi. Leonardo Conti est jugé pour son implication dans le programme T4. Il se suicide le 6 octobre 1945. Eh bien, voilà un livre costaud, hein, quand même, sur cette période de la guerre. Hein. On n'est pas dans le... On ne fait pas qu'effleurer le sujet. C'est détaillé au niveau des références historiques. Hammerstein a fini par reprendre des couleurs, et nous avons même reparlé un peu plus de ces étranges cadavres sur lesquels nous devions enquêter. Il était d'ailleurs très intriguant d'entendre mon copilote parler de cette froideur instantanée et de cette peau qui se desséchait. Je songeais qu'il serait peut-être bénéfique de voir un de ces corps. Même les plus grands médecins du Reich, dont les docteurs Conti et Brand, voilà pourquoi on parle d'eux, n'y ont rien compris. À moins que vous ne soyez un prodige de la médecine moderne ou un sorcier vaudou, ça ne serait qu'une perte de temps. De toute façon, tous les cadavres ont été transportés à Berlin pour être examinés. Décidément, peut-être aurions-nous pu mieux préparer notre départ. Bien entendu, je n'avais aucune connaissance particulière de l'autopsie, mais j'ai appris au gré des enquêtes que plus on en connaît sur le sujet, moins il y a de chances que quelque chose nous échappe. Cependant, je me suis gardé de partager cette réflexion avec mon coéquipier, question de ne pas envenimer la situation de nouveau. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait 2 types de cadavres. Certains semblaient avoir été attaqués par derrière, et il y avait un trou assez large et très profond à la base du crâne, comme si on les avait frappés avec une hache ou quelque chose du genre. Les autres étaient plus amochés. Que voulez-vous dire ? Ceux qui n'avaient pas ce trou derrière la tête, on avait dit qu'on
on aurait dit qu'on leur avait fait la même chose, mais dans le visage. Les orbites de ces cadavres-là avaient été vidées. Leurs narines et leurs oreilles étaient défoncées, et leur bouche également. Quelque chose avait littéralement pulvérisé leur pharynx. Ces descriptions avaient de quoi intriguer, mais je me suis tout de même demandé si Hammerstein n'en mettrait pas un peu trop afin d'essayer de me foutre la trouille. Après tout, Müller m'avait montré quelques photos et certains cadavres avaient effectivement l'air passablement amochés. Cependant, aucune d'entre elles ne montrait autant d'horreur que ce que me racontait l'Hauptstadtführer. Il est toutefois vrai que nous avons regardé ces photos très rapidement. Je me suis donc dit que je me ferais ma propre idée lorsque j'aurai l'occasion d'observer les corps. En approchant Leipzig, j'ai demandé à Marstein s'il souhaitait que nous débutions l'enquête autour des ruines de la synagogue, comme il l'avait affirmé au départ, ou s'il préférait que nous fassions une halte quelque part. Nous commencerons par faire un arrêt au bureau de la Gestapo. Je vais y consulter les registres, savoir ce qu'il y a d'Allemands, de Juifs, de communistes, de socialistes, d'étrangers, de malades mentaux, d'opposants au régime. Je veux connaître l'épouse, les enfants, les nièces, les amis, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les frères, les sœurs, les voisins et tous ceux qui ont adressé la parole à tous ceux qui pourraient en avoir contre le Reich. Je veux tout savoir de cette foutue ville. Si je ne me trompe pas, Leipzig est une ville de 700 000 habitants. Il ne sera pas simple de mettre tout cela au clair. Raison de plus pour consulter les registres avant d'aller interroger quiconque. Vous ne voulez pas perdre de temps, alors faites ce qu'il faut pour ne pas en perdre et appuyez sur l'accélérateur. Scheib, il y a maintenant près de 4 heures que nous avons quitté Berlin. Donc il y a un choix. Puisque je suis affamé et épuisé par la route, je propose de faire une halte à ce qui sera notre domicile pour les prochains jours afin de faire le plein d'énergie au cas où la soirée serait plus intense que prévu. 90. Vous ne vouliez pas perdre de temps, alors faites ce qu'il faut pour ne pas en perdre et appuyez sur l'accélérateur. Donc là, je vais avoir un test de coordination, plus détermination. Alors en coordination, j'ai quoi ? J'ai plus 1. Donc ça fait 2. Et détermination, j'ai 3. Ça fait 5. J'ai plus 5. J'ai plus 5. Donc il faut faire 15. J'ai une chance sur 2 de rater. Je vais quand même pas redépenser un point. C'est un test difficile. Avant de faire le test, on a un petit encart là. Ils sont vraiment très bien, ces petits encarts. C'est vraiment très documenté, c'est super. Donc le fameux pistolet mitrailleur qu'on voit sur tous les films de guerre est ici. Pistolet mitrailleur très efficace et fiable en combat urbain. Efficacité prouvée par le MP38, la version précédente pendant la guerre d'Espagne. Je viens de jouer la guerre d'Espagne sur Panzerkorps. Il a une portée utile de 100 mètres, une cadence de tir de 500 coups minute. Son seul défaut, un petit chargeur de 32 cartouches. Toutefois, même avec ce défaut, les Américains préféraient l'AMP-40 à leur Thompson qui n'avait une portée utile que de 50 mètres. Les Alliés ont conçu un produit et produit plusieurs versions de la MP-40 pour ensuite les parachuter en territoire occupé. Les résistants pouvaient ainsi s'équiper et utiliser les munitions volées aux Allemands. Alors, est-ce que je fais le test ? Je ne vais pas me mettre à dos Hammerstein, donc je vais essayer de faire le test et je vais dépenser un nouveau point d'adrénaline. Donc voilà, il me restera que 3 sur 5. Alors allons-y, donc on a dit, à chaque fois j'oublie, il y a quand même plein de... Donc j'ai plus 2 en coordination et j'ai dit détermination, combien ? Détermination. Au bout d'un moment, je les saurai par cœur. Donc ça fait plus 5, ça fait plus 10. Allez. J'ai fait... Eh bien, j'ai raté. Merde, j'ai raté. Donc je vais en 4. Nous sommes arrivés à la mairie de Leipzig un peu après 19h et le sergent qui nous a accueillis nous a informé qu'Alfred Freiberg, le maire,
et le SS Brigadeführer de la ville avaient quitté quelques minutes plus tôt. Après tout ce qui se passe à Leipzig depuis quelques mois, le Brigadeführer a de lourdes responsabilités et beaucoup de boulot. Il lui arrive même de passer des nuits ici. Alors, lorsqu'il quitte les bureaux, il ne veut surtout pas... Ne nous prenez pas pour des imbéciles, interrompit Hammerstein. Vous pouvez assurément le rejoindre quelque part. Donc on n'est pas arrivé à temps pour avoir ce monsieur, c'est ce que je comprends, avec ce test raté. Je suis désolé, je ne peux vraiment rien pour vous pour l'instant. Le Brigadeführer arrive habituellement très tôt, vers 6 heures. Hammerstein était écarlate. Ses jugulaires ressortaient sur sa gorge comme deux canons de MP40. Il s'est mis à protester, à engueuler, puis à bousculer le sergent en lui postillonnant au visage qu'avec un peu de bonne volonté, il était certainement possible de contacter Freiberg. Non seulement le sergent n'a pas bronché, mais, attiré par la colère d'Hammerstein, 3 agents se sont joints à lui pour nous faire comprendre de repasser le lendemain matin. Écoutez, intervint Montour, il s'agit d'une urgence. Nous avons été envoyés par l'Oberführer Müller et le Gruppenführer Heydrich pour une importante mission et le temps presse. Des vies sont en jeu. Nous sommes en guerre, il y a toujours des vies en jeu. Dans le contexte actuel, cet argument ne vaut rien. Allez vous reposer et revenez demain matin. Monsieur le maire n'en sera que plus réceptif. C'est bon, nous repasserons demain. J'avais l'impression qu'Hammerstein était sur le point d'exploser. Je me suis donc dépêché à sortir et à reprendre place dans la voiture en espérant que le capitaine fasse de même sans attirer l'intention. Et c'est ce qu'il a fait. Quelle perte de temps. Si je rencontre l'un de ces avortons dans un coin sombre, je lui brise la nuque. J'ai faim. Nous n'avons pas mangé de la journée. Nous allons faire une halte à l'adresse que nous a donnée l'Oberführer avant de prendre un bon repas. Si vous le voulez, nous irons ensuite faire une tournée dans le secteur que vous avez identifié. Étouffé par la colère, Hammerstein n'a pas répondu. Il semblait se ronger l'intérieur des joues. Notre résidence était à quelques coins de rue de la mairie et nous y sommes arrivés rapidement. Tous deux se trouvaient dans les limites du quartier administratif, ce qui voulait dire que nous n'aurions pas à marcher plus de quelques minutes pour retourner au bureau de la Gestapo. Alors, Freiberg, c'est vraiment extrêmement détaillé. Freiberg a été le maire de Leipzig de 1938 à 1945. Dans son discours de la nouvelle année 1942, il exprima son désir de purger Leipzig des Juifs le plus rapidement possible. Suite à ce discours, il organisa la déportation massive des Juifs de Leipzig vers les camps de concentration. Alors, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. J'espère du mal, bien sûr. On sait ce qui lui est arrivé. Albert Freiberg, sur le bureau, s'est suicidé par empoisonnement le 18 avril 1945, alors que les troupes américaines entraient dans Leipzig. Il amène avec lui sa femme à gauche et sa fille de 18 ans. Eh bien, dites donc. Et le Führer dans un coin. Et là, on a la même photo, mais vue sous un autre angle. On a même plein de photos historiques, c'est super. Rendez-vous au 5. Notre logis n'était pas très grand, mais tout de même somptueux. Cela devait avoir été construit quelque part au XVIIIe siècle. Par contre, son architecture, résolument baroque, lui conférait un air lugubre et austère. J'ai présumé qu'il s'agissait d'une demeure qui avait appartenu à une famille juive ou à une famille de capitalistes aisés qui, pour diverses raisons, constituaient une menace pour le Reich. Après avoir fait un rapide tour de l'endroit, Hammerstein a monté le grand escalier richement orné. Une série de courtes colonnes superbement travaillées servaient de garde-corps, puis il est disparu. J'ai d'abord déposé mes bagages dans la chambre de rez-de-chaussée, puis je me suis rendu à la cuisine, où je n'ai trouvé que des sardines, quelques pommes de terre encore mangeables et un pain un peu dur. J'ai été étonné de voir que la Gestapo nous avait envoyés ici sans songer à garnir un peu les armoires. Il faudrait en parler au Brigadeführer.
Le capitaine est redescendu assez rapidement et m'a informé qu'il allait faire le tour du quartier afin de connaître un peu le coin. Nous étions dans le quartier administratif, mais nous étions aussi en plein centre du périmètre tracé en rouge sur la carte de Leipzig. Je lui ai d'ailleurs demandé de me laisser cette dernière ainsi que les photos des cadavres afin que je puisse les observer davantage. Sans dire un mot, il est remonté à sa chambre et a redescendu avec sa petite valise de cuir qu'il a ouvert avant de me jeter une enveloppe. Il a referma aussitôt la valise, rangea la clé dans sa poche et sortit en fermant la porte lourdement derrière lui. Dès que la porte fut close, j'ai ouvert la carte sur la massive table de chêne qui meublait la salle à dîner. J'ai également sorti les photos des cadavres que j'ai disposées rapidement sur la carte. Soudain, une pensée me vint. Comme j'étais pris pour travailler avec un équipier dont je me méfiais grandement, j'ai eu l'intuition qu'il n'y aurait pas de meilleur moment pour connaître davantage ce type qui se prenait pour un titan. J'ai donc jeté un œil à la fenêtre pour m'assurer qu'Hammerstein s'était effectivement éloigné. Avant de verrouiller la porte, j'ai regardé la valise. Je fouille la valise d'Hammerstein. Ça sera un test de coordination, d'intelligence, de discrétion, de camouflage. On a également une carte de Leipzig ici, à l'époque, je suppose. Alors, coordination, intelligence, coordination. J'ai plus 1, intelligence, j'ai plus 2, ça fait 3. Et discrétion, j'ai 0. Apparemment, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire le test. Donc, j'ai plus 3. Et c'est tout. Ça, c'est quoi? C'est 10. 10, 18, 28, 31. J'ai presque fait une réussite critique, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est réussi, je vais au 121. Alors, je vais m'arrêter là, puisque ici commence à se faire tard. Je vais m'arrêter là. Donc, on verra pour la prochaine fois. Alors, un petit... je trouve le début de ce livre, petite critique, je trouve le début de ce livre vraiment bon parce que ces références historiques sont vraiment un énorme plus par rapport à un livre de Vous êtes le héros classique, hein, bien sûr. Et j'ai l'impression que les auteurs ont vraiment voulu, par le biais d'un jeu, ça reste un jeu, rappeler ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est trop souvent oublié et méconnu, et au travers d'un jeu, on en apprend un peu plus sur l'horreur de cette Deuxième Guerre mondiale, notamment au niveau de l'extermination juive de cette guerre et en Allemagne. Et ça, c'est vraiment très bien. Le style est très bien, on sent que c'est écrit par des Français, hein, un ou des Français. Rappelons les auteurs, je crois que je les ai dit au début de la vidéo, mais je ne suis pas sûr. Je vais vérifier, je ne crois pas. Patrick Boulanger et Guillaume Gagnon. Hein, voilà les deux auteurs de cet excellent livre qui démarre très très bien. Alors moi j'aime bien le rythme, c'est très lent. Alors faut aimer, hein, c'est par rapport à Cyclades qui par exemple a un rythme beaucoup plus rapide dans l'évocation, dans l'histoire. Là, on prend le temps. C'est comme un vrai roman. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup pour l'instant. Alors, je trouve que ces gros encarts ne sont pas très clairs. La coordination, intelligence, c'est pas au niveau esthétique du test. Je trouve pas ça phénoménal. Je trouve que ces sigles sont pas super lisibles. Ça aurait pu être mieux. J'apprécie également beaucoup la tactique dont il faut faire preuve pour l'utilisation de ces points d'adrénaline. Et la tactique dont il faut faire preuve pour savoir s'il faut faire un test ou pas. Est-ce qu'il faut le tenter ou est-ce qu'il ne faut pas le tenter? Ça, je trouve ça super intéressant. Et les paragraphes sont très très longs, alors ça on peut aimer ou ne pas aimer. Pour une première lecture, c'est vraiment très agréable d'avoir des paragraphes très longs. Après, quand on est sur les essais suivants, effectivement, si on doit tout relire, c'est un peu lourd et donc on a tendance à plus les passer, mais on verra quand il y sera. Donc vraiment une belle découverte. Donc c'est un livre assez cher, mais au vu de ce premier essai, il semble à recommander. On en saura un peu plus sur la prochaine vidéo. Ciao, bonsoir, puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.